Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous propose de démarrer. Donc, bienvenue à tous à ce webinaire consacré à la rédaction d'un cahier des charges efficace. Alors, c'est un webinaire organisé pour faire surtout un peu de retour par rapport à ce que nous rencontrons à l'occasion des projets. Il est fait pour vous aider. Bien évidemment, si vous prenez en charge la rédaction de vos cahiers des charges en interne, vraiment ce webinaire va vous aider à penser aux points clés à prendre en compte et à intégrer dans votre cahier des charges pour avoir des réponses aux couvertures que vous souhaitez et lever quelque part les pièges qu'il pourrait y avoir d'avoir un cahier des charges incomplet ou pas du tout de cahier des charges. Le deuxième webinaire consacré à ce sujet, on a organisé sur 3 sessions, 3 dates, on va dire, pour essayer de prévenir le maximum de personnes, puisqu'effectivement, on a l'habitude de gérer des projets, nous alertons nos clients, nous accompagnons nos clients. Et il nous a semblé important, intéressant de communiquer sur ce sujet-là et de vous donner des clés pour bien partir, on va dire, du bon pied pour vos projets. Si vous avez besoin d'échanger sur votre cas particulier, je vous ai mis dans le support que je partagerai par la suite un lien vers mon agenda. Ce que nous allons aborder donc, dans le cadre de ce webinaire, donc, au niveau de l'agenda, de vous présenter très rapidement qui sommes-nous, vous parler des erreurs fatales évidemment à éviter, partager avec vous la méthode pour rédiger un cahier des charges complet. Et vous parler un petit peu de cas clients aussi que nous avons pu accompagner et vous préciser les ressources que nous allons mettre à votre disposition à l'issue de ce webinaire, on va dire dans les 2, 3, 4 jours qui vont suivre, le temps de les activer en ligne. Et comme je vous le disais, un petit temps consacré aux questions-réponses. Donc, nous allons démarrer donc, ce webinaire. Alors, qui sommes-nous? Donc, nous sommes un cabinet de conseil en organisation RH, système d'information RH et digitalisation. Nous réalisons également des missions de management de transition et proposons également un service d'externalisation de la paye. Notre cœur de métier premier, c'est vraiment l'accompagnement de projets, l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de projets. Au niveau de nos services, quatre on va dire, piliers dans les services que nous proposons. Toute la partie conseil RH et SIRH et digital, notamment en amont projet pour vous accompagner à monter votre business plan de projet. Ça passe par la rédaction de cahier des charges, ça peut être qui est souvent bien de toute façon indispensable en amont de l'aide au choix. Faire l'étude d'impact en fait des changements que pourrait apporter donc un nouvel outil dans votre organisation pour préparer votre organisation à ce changement et aussi même en dehors de changement d'outils, certaines entreprises peuvent réfléchir à optimiser leur organisation. Alors optimiser ne veut pas dire forcément suppression de postes, mais à l'organiser de manière à ce qu'elle soit plus efficiente. Et dans ce cadre-là, travailler également à la fois sur les processus, les procédures et
aller même plus en profondeur sur les fonctions au sein de la DRH. Nous accompagnons également donc les projets, tant en pilotage de projet que pendant toute la phase du projet, côté client, bien entendu, et puis toute la phase d'accompagnement au changement qui démarre en principe en début de projet. Alors que ce soit pour de l'internalisation ou de l'externalisation. Et nous disposons d'une expertise fonctionnelle et métier. La plupart de nos consultants, finalement, viennent de postes en entreprise. Ils ont accompagné donc des projets. Le plus jeune dans l'équipe a 9 ans d'expérience. Et puis après, ça va jusqu'à 25 ans d'expérience. Donc, on a des consultants expérimentés et toute la partie conduite du changement qui est souvent un peu mis de côté, mais qui en fait est primordiale dans le cas du succès du projet. Donc, faire un changement, que ce soit sur du projet ou sur de l'organisation, ça s'accompagne. Et dans ce cadre-là, tous les volets dans la conduite du changement, les 3 points clés, c'est la communication, c'est la formation, mais c'est aussi la documentation. Voilà globalement les 4 piliers, on va dire, des services que nous proposons à nos clients. Je ne vous parle pas des services opérationnels qui sollicitent beaucoup d'expertise, notamment sur tout ce qui est audit, externalisation de la paye, et puis du renfort opérationnel du type management de transition ou renfort de gestionnaires ou de consultants. Donc nous sommes reconnus, nous sommes parus dans le Figaro et dans le journal Le Monde. Voilà, donc je vous propose de continuer sur les erreurs à éviter dans le cadre de votre réflexion de projet. Alors, ce que je vais partager avec vous, ce n'est pas une liste exhaustive, bien entendu, en 1 heure, c'est court, mais l'objectif est vraiment de vous donner des clés pour sécuriser votre projet. Donc, moi, je suis Mireille Silverio. Je dirige la société RF2M Consulting, qui est un cabinet donc, de conseil. Je dispose de maintenant, dans 3 jours, ça me fera 24 ans d'expérience qui ont enrichi mon profil. Ça passe par, au départ, une expérience de consulting, mais chez un éditeur de solutions SIRH. Ensuite, j'ai pris des responsabilités au sein de cette société. Puis diriger des entités au sein de cette entreprise, entité à la fois support client et l'entité d'externalisation de la paie que proposait cet éditeur. Ensuite, j'ai décidé d'aller aux côtés de nos clients, puisque en étant chez l'éditeur, j'étais donc face aux clients pour répondre à leurs besoins. Du coup, je sais ce qui se passe côté éditeur. Et ensuite, je me suis posée côté client puisque c'est souvent cette partie-là, les clients sont souvent pas forcément habitués à gérer des projets, à répondre à des évolutions, notamment sur des aspects où il faut réagir, se prononcer et quelquefois adapter en interne. Et du coup, j'ai pris cette décision de me positionner côté client. C'est dans ce sens que ensuite, j'ai rejoint un cabinet donc, de conseil qui a accompagné plusieurs clients et par la suite évolué et créé RF2M Consulting. Donc, à l'issue, à l'époque, de 18 ans d'expérience pour créer RF2M Consulting. Alors, les erreurs à éviter. Alors, j'ai mis en face en même temps ce qu'il faut faire. Néanmoins, plus loin, je vous partage également un certain nombre de questions à se poser
pour bien mentionner les points importants dans votre cahier des charges. Lorsque vous réfléchissez à changer de solution, alors, le changement de solution, c'est un objectif, c'est une cible que vous visez, mais encore, ça reste changement d'outil, mais il faut que votre objectif soit fixé de manière claire. Un objectif flou, juste moderniser son parc SIRH n'est pas nécessairement suffisant. Donc, dans votre cahier des charges, il faut cibler, préciser le périmètre, préciser les domaines que vous choisissez de transformer, préciser également les attentes. C'est-à-dire que moderniser, c'est de toute façon ce qui va se passer quand vous changez d'outil. Néanmoins, vous visez en fait des gains derrière, des gains qui sont souvent soit de limiter des anomalies que vous avez, d'optimiser des processus, de réduire des saisies, par exemple. Donc, de bien faire le focus sur ce type d'objectif. C'est important pour que l'éditeur comprenne aussi les points clés de votre projet. Le fait de préciser ces objectifs-là, c'est également de se projeter dans le temps, donc d'indiquer, par exemple, le planning de mise en place souhaité, et de lui donner également une vision en termes de macro-planning. Donc, il y a le planning de démarrage, mais il y a le planning de décision que vous allez adopter. Quelles sont les étapes que les répondants à votre cahier des charges vont parcourir pour aboutir à une décision? Est-ce que vous visez de décider du changement dans 1 mois, dans 2 mois? Il y a cette étape donc, de cahier des charges, mais la phase de sélection, comment elle va se dérouler? Ça donne une visibilité et ça donne aussi un planning d'organisation à la fois de votre côté, mais aussi des éditeurs ou en tout cas des répondants à votre demande. Une des erreurs que nous rencontrons souvent, c'est de se projeter dans cette cible sans préciser, sans analyser l'existant. Ce qui est important, en fait, dans cette analyse de l'existant, c'est clé d'ailleurs, c'est d'aller chercher les irritants, de préciser les volumétries, puisque de plus en plus, on va sur des dimensionnements et des coûts, pas pour le projet, mais des coûts quand vous serez en production, qui sont généralement soit par rapport au nombre de salariés ou au nombre de bulletins, au nombre d'utilisateurs. Donc, c'est important de donner ces clés-là dans votre cahier des charges. Important de préciser des points sur la partie des processus, typiquement, sur votre réglementaire. Et donc, tous ces points-là, alors quand je parle de réglementaire, c'est même clé. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'un cahier des charges qu'il aille, on va dire, redire des points qui peuvent être posés comme un postulat. Typiquement, alors je prends l'exemple ou de la paie ou de la GTA, mais ça peut être la même chose sur la partie RH. Quand je dis RH, je pense recrutement, formation, entretien. Donc, si je prends l'exemple de la paye, on n'a pas besoin de décrire dans un cahier des charges qu'il faut que l'outil de paye fasse de la régularisation progressive de cotisation ou sache calculer des proratas de plafond, par exemple. Souvent, dans les cahiers des charges, je précise d'emblée, il y a des points que nous attendons comme en couverture habituellement, d'ailleurs standard, déjà couverte par la solution cible, pour ne pas passer beaucoup de temps à détailler ces points-là et surtout pour aller dans les points importants pour vous. Donc, de poser un postulat, ça vous permet de plutôt aller sur les points qui sont importants pour vous, sur vos particularités, sur vos populations spécifiques,
Sur comment vous envisagez la gouvernance du projet, évidemment, ce sont des points que vous posez. L'éditeur qui répondra vous proposera également une organisation en termes de déploiement de la solution qui permettra d'ajuster cette réflexion que vous menez en amont. Ça permet de vous poser des questions de est-ce que j'ai une équipe qui va être consacrée à ce projet-là. Par exemple, le fait de penser que peut-être un interne ou une personne, peu importe, un interne ou pas, pourrait absorber la gestion de votre projet. Alors, ça va dépendre de quel projet. Il y a des projets qui peuvent être plus courts, mais si c'est un projet vraiment de transformation, si c'est un outil que vous avez depuis 15, 20 ans, 10 ans, voire plus, et que vous basculez sur un outil qui va apporter peut-être certainement beaucoup plus de fonctionnalités ou vous attendez beaucoup d'automatisme, un chef de projet consacré à 20% ne sera pas suffisant pour gérer votre projet. Donc, ils vont plutôt essayer d'avoir un profil qui absorbe 80% de son temps complet dédié au projet. Si vous comptez sur des internes, eh bien, ça veut dire qu'il faut que vous ajustez votre organisation interne pour le libérer à la fois sur cette phase de rédaction de cahier des charges, parce qu'il faut qu'il s'y consacre, et pour répondre ensuite aux étapes importantes pour choisir votre solution. S'appuyer sur les référents métiers, c'est indispensable. Un projet, on en a rencontré, où quelquefois les clients demandent à un chef de projet de l'aide à un chef de projet externe, mais du coup le laisse seul. D'ailleurs, souvent, les chefs de projet vont réclamer qu'il y ait des experts en interne qui contribuent, puisqu'ils maîtrisent. Alors, même si les externes peuvent capter votre particularité, connaissance, pour vous accompagner dans votre projet, ils ne peuvent pas le mener seuls. Ils peuvent aller jusqu'au bout, mais l'accompagnement au changement, mais le fait d'éprouver la solution, de tester, de pouvoir faire en sorte que vos particularités, votre contexte soit bien intégré et vos utilisateurs soient accompagnés, il faut le prévoir également. Donc, l'acceptation d'un changement passe par les meilleures, en tout cas, pratiques, avec l'expérience que moi j'ai pu avoir avec les multitudes de projets que j'ai pu accompagner, qu'un F2M Consulting a accompagné, c'est de le faire on va dire en tripartite. Quand je dis tripartite, en réalité, la société, le cabinet de conseil est avec vous. Donc, c'est plutôt vous et le cabinet et avec l'éditeur. Vous êtes porteur du projet. C'est important, finalement, d'intégrer cet aspect-là, même pendant le déroulé du projet. D'autres exemples, c'est d'impliquer votre direction SI pour la simple raison qu'à un moment donné, il y a des automatisations à mettre en place si vous souhaitez interfacer vos outils. De plus en plus indispensable d'interfacer et de mettre en place des flux, que ce soit des flux avec des fichiers plats ou avec des API web services. Donc, de cartographier les interactions entre les outils qui pourrait y avoir avec le nouvel outil que vous êtes en réflexion pour l'adoption et prévoir la partie conduite du changement. Voilà. Quelques clés qui sont quand même, alors il y en a bien d'autres, hein, bien sûr, puisqu'il faut travailler aussi sur des données, travailler avec les équipes, par exemple, de la DSI, c'est de travailler avec un RSSI, avec un DPO, etc., par rapport à la protection des données, de bien pouvoir tracer tous ces éléments-là. Évoquer la traçabilité des informations, penser aux services que vous attendez en cible, parce que changer d'outil, OK, vous pouvez aussi rédiger un cahier des charges qui couvre ce que vous attendez fonctionnellement, mais en cible, une fois que vous passez en production, il y a un service. Donc, c'est aussi l'occasion de le poser dans votre cahier des charges. Et c'est important parce que du coup, les réponses vont pouvoir être mises en lumière au regard de ces attentes. Voilà pour les erreurs fatales. Et donc, pour évidemment aller plus loin,
nous avons préparé des exemples de questions à se poser. Mais donc, par rapport au premier point que je vous avais évoqué tout à l'heure, fixer les objectifs, bah, c'est quelque part, c'est surtout sécuriser le choix d'un fournisseur que vous allez faire. Quand vous changez d'outil, que ce soit pour la RH, la gestion des temps et la paye, en général, vous ne le changez pas pour que ça n'aille pas et que 2 ans, 3 ans après, vous repartez sur un autre projet ou qu'après vous soyez en conflit avec votre partenaire éditeur. Lui-même, quand il vous répond, c'est pour aller vers le succès. Donc, si en face, votre dimensionnement projet, vous ne l'avez pas musclé, eh bien, il va rencontrer des difficultés, mais il y a quand même des rôles et des responsabilités dans les engagements qui vont faire que ça peut du coup jouer sur le résultat que vous attendez. Donc tout ça, c'est vraiment de fixer des périmètres qui soient clairs au niveau de vos attendus, de vos prérequis, que ce soit même technique, au niveau de la confidentialité, par exemple. Donc, cette liste, elle est pas exhaustive, mais c'est important d'y penser. Alors, penser à des points importants ne veut pas dire tout verrouiller. Pourquoi? Parce que les outils, et c'est tant mieux, et c'est bien pour les entreprises, pour les utilisateurs, les outils s'enrichissent très régulièrement. Donc, si vous avez vu un outil chez un collègue, une connaissance, ou dans comment dire, dans un événement qui vous a plu, ça ne veut pas dire que cet outil va obligatoirement bien couvrir vos attentes. Le fait de laisser aussi un peu de place dans l'expression de votre besoin, c'est aussi pour que l'éditeur puisse vous proposer des nouveautés du moment pour ne pas être verrouillé que dans l'expression de besoin que vous allez lui transmettre à travers ce cahier des charges. Donc, je ne vous lis pas tout, hein, je vous partagerai le support. Je cherche surtout à vous passer les points clés, des points importants, bien sûr, ils le sont tous, mais pouvoir, alors c'est vrai que c'est court, partager ces points clés avec vous et vous donner ces clés pour que vous puissiez bien, on va dire, exploiter les supports que je vous mettrai à disposition par la suite. Pourquoi faire appel à un conseil? Alors, ce n'est pas obligatoire, hein, bien entendu. Si en interne, vous avez l'habitude de gérer des projets, si vos équipes, vous êtes en mesure de les libérer à la hauteur de la charge attendue dans le cadre du projet, bien sûr, s'il n'y a pas besoin, il ne faut pas y aller. Par contre, la plupart des cas, moi j'ai envie de dire 100% des clients qui ont souhaité faire tout seuls leur projet sans accompagnement, eh bien par la suite, ils finissent par appeler soit en urgence un conseil, soit devoir refaire une bonne partie de leur projet, reprendre des sujets, les recadrer, et du coup ça rallonge le délai du projet où il démarre quand même, mais avec un rejet total des utilisateurs parce que c'est à l'utilisation dans un fonctionnement opérationnel que se révèlent encore plus d'anomalies et qui sont des anomalies qu'avec un conseil et des personnes qui ont l'habitude, comme nous, de faire des projets, on aurait peut-être sécurisé la phase de test pour vous, on aurait sécurisé peut-être l'expression de besoin, on aurait demandé peut-être aussi à votre éditeur, on l'aurait challengé sur certains choix que peut-être vous n'aviez pas vu au moment du projet et qu'à l'utilisation, même si vous avez fait des tests, les tests ne représentent pas toujours l'exhaustivité de ce que les utilisateurs peuvent en faire in fine. Et donc, on vient renforcer ces étapes-là pour sécuriser vos projets. On a aussi au niveau accompagnement l'expérience en fait de gestion de projets multiples dans des contextes multiples, que ce soit sur du secteur public,
secteur privé, sur des régimes du type agricole, général, et bien plus d'ailleurs, y compris secteur navigant par exemple. On a le recul pour vous dire, attention, là, ce moment-là, il faut aussi bien ficeler la partie documentation, la conduite du changement, la communication. On demande à l'éditeur, ça, c'est pas précis dans ce qui est exprimé là, comment le client peut bien en tout cas, bien le comprendre. Des explications, des échanges, c'est constructif, hein. Ça n'est pas des renforts des rapports de force, mais un apport. D'ailleurs, pas mal d'éditeurs apprécient au contraire d'avoir côté client des sachants qui, dans les étapes projet, peuvent anticiper et prévoir les ressources, prévenir le client, le préparer et l'aider, puisqu'on met aussi la main dedans. Donc, c'est important. Je poursuis donc sur la partie méthode à utiliser. En général, sur la partie rédaction de cahier des charges, on procède d'une manière que je visualise plutôt en entonnoir, en commençant par prendre du recul, même si vous êtes dans l'organisation, si vous souhaitez le faire, c'est de prendre le recul pour observer au niveau de l'organisation générale des processus, à la fois qu'utilisent les utilisateurs actuels et avec du recul par rapport aux processus connexes, de pouvoir détecter les difficultés, recenser les irritants, mais également les souhaits d'évolution des différents utilisateurs. C'est pour ça que quelquefois, les cahiers des charges sont, quand c'est fait individuellement, ils ne sont pas suffisamment ouverts, parce que si c'est un utilisateur, il va quelquefois rester dans ce qu'il connaît, en fait, et du coup, n'a pas forcément tout le recul pour voir au niveau 360 du domaine que vous souhaitez moderniser. Ce recueil global, l'analyser et puis aller au cœur de l'organisation et à la fois veiller sur les parties, aller chercher sur la partie applicative, sur les compétences, sur les coûts, sur la partie technique. Donc faire toutes ces analyses-là aller donc du coup au cœur des points qu'il faut mettre en avant pour que votre éditeur puisse bien comprendre et répondre et surtout vous proposer la solution qui répond à vos attentes. Alors, c'est pas quand je dis ça, c'est aussi pour qu'il dimensionne le projet comme il faudrait, pour la simple raison que si c'est pas mis en avant, eh ben, il pourrait croire que son standard s'intègre chez vous. Et quelquefois, même des utilisateurs métiers qui expriment un besoin, bah, il leur arrive de s'imaginer que en prenant un standard, ça répond à tout. Et c'est là où, lorsque la mise en œuvre arrive et que peut-être les utilisateurs ou les experts disent ah ben non, nous, on a tel cas particulier, pas que le cas, mais on fonctionne de cette manière-là, on a tel type de population. Bah, si ça n'a pas été exprimé, bah, l'éditeur va dire bah, j'ai dimensionné et exprimé les coûts projets en fonction de ce que vous avez mis dans le cahier des charges. Et voilà qu'il va commencer aussi à vous dire, bah, pour mettre en place ce qui n'était pas connu, voici une charge complémentaire. C'est comme ça que le budget projet explose par la suite. Voilà, donc bien calibrer et bien contenir et à la fois aussi quand même exprimer ses spécificités. Et je répète ici le postulat de ne pas, on va dire, vous épuiser à aller exprimer le basique du basique que devrait couvrir la solution. Les questions à se poser. Alors, c'est une liste non exhaustive, hein, je vous en ai mis plusieurs, que ce soit sur ce volet-là
ce slide-là, ça va couvrir des domaines comme la gestion des temps, la paye. Et puis ensuite, ce slide-là qui va être plus consacré au domaine que j'appelle RH, recrutement, formation, l'onboarding, offboarding, tout ce qui peut être relevé des rapports que peuvent avoir besoin les RH sur tout le volet gestion RH. Et puis, les questions à se poser sur les aspects techniques. Donc, sur la partie, on va dire, domaines qui peuvent être donc la gestion des temps, la paye, ce sont typiquement des questions autour des fonctions, des rôles qu'il faudrait définir dans la solution. D'ailleurs, ça s'applique ce point-là à tous les domaines. Notamment pour aussi définir un petit peu le niveau en termes d'organisation dans l'outil, d'habilitation, de se poser des questions sur quels sont les temps que vous consacrez à certaines activités de production. Est-ce que vous perdez du temps lorsqu'il faut gérer des congés des salariés? Est-ce que c'est fluide aujourd'hui? Alors ça, c'est des points plutôt simples à penser, mais typiquement sur la partie paye, quelles sont aujourd'hui les informations dont vous disposez pour faire votre contrôle de paye? Alors, il y a toujours des bases. Néanmoins, il y a aussi des outils qui offrent des moyens de contrôle un peu plus poussés qui peuvent vous aider à sécuriser la qualité de vos payes, à sécuriser vos calculs de gestion des temps. Quelles sont les parties aujourd'hui qui vous prennent du temps, qui vous poussent à faire des interventions manuelles qui ne sont pas sécurisées ou qui dépendent d'une personne et le jour où la personne n'est pas là ou en congé, plus personne ne sait faire ou ça bloque la situation. C'est se poser des questions sur à quel moment les outils échangent donc entre eux, c'est quelles sont les informations que l'outil en question envoie vers un autre. Typiquement, est-ce que l'outil de gestion des temps, en général, reçoit des informations sur la création des salariés, les embauches, les sorties, etc. Cet outil de gestion des temps, il communique quand il n'est pas dans le même outil que celui de la paye, eh bien, il envoie des informations à la paye, tout comme il peut en recevoir de la paye. Comment ça se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est fluide? Est-ce que le calcul que fait votre moteur de décompte, votre moteur de calcul de la gestion des temps, est-ce qu'il vous sort des résultats justes ou est-ce qu'il faut tout le temps intervenir? Est-ce que vos gestionnaires viennent corriger en permanence parce qu'il y a des calculs qui ne sont pas corrects? C'est souvent sur ces particularités-là qu'il faut pousser et préciser pour que, si vous avez des règles particulières, des accords particuliers, d'aller puiser dedans, de l'expliquer pour que la réponse en face corresponde. Je vais vite, hein, mais j'espère que je ne vous perds pas, parce que je vais sur des points vraiment qui sont pratiques, mais qui peuvent vous aider au quotidien. Donc, le fait de regarder, d'observer, d'analyser aussi son organisation, si par exemple vous avez fait de la croissance externe ou pas, ou si vous avez plusieurs équipes et que certaines équipes fonctionnent d'une manière différente que d'autres, de prendre ça. Alors, potentiellement, aussi, ça peut vous pousser à réfléchir en interne. Est-ce qu'il faut harmoniser au niveau de l'organisation pour tous les salariés qui seraient dans le même fonctionnement? Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre en question aussi une partie de votre organisation ou est-ce que c'est vraiment spécifique et c'est important de respecter cette organisation-là? Du coup, de l'exprimer dans le cahier des charges pour voir pour que le répondant en tienne compte. Vous voyez, donc c'est
Si c'est des fonctionnements qui ne sont pas harmonisés parce que bon, bah, il n'y avait pas d'outils et puis que chacun avait un peu inventé son système D pour s'en sortir, bah, l'outil va venir bouleverser ça. Donc, c'est quand même de capter. Et en faisant cet audit-là, vous vous apercevez que quelquefois, vous avez dans les mêmes équipes des collègues qui ont des bonnes pratiques, mais du coup, qui n'ont pas forcément partagé avec d'autres, et d'autres collègues qui galèrent sur les mêmes fonctionnements, alors qu'il y a peut-être voilà, une partie qui a poussé dans l'utilisation de l'outil actuel et qui a parfois automatisé des choses versus une autre équipe qui peut être sur un autre site qui va, elle, faire de la manipulation manuelle. Donc tout ça, ça va être aussi du recensement, puisque quand le projet sera en phase de mise en œuvre, bah, il faudra en tenir compte parce que vous allez avoir des accompagnements à faire qui ne sont pas dans les mêmes dimensions au sein des équipes. Vous pourrez avoir des équipes qui sont bien avancées en termes d'utilisation, compétences et aisance sur les outils que d'autres qui vont découvrir finalement des processus qui vont leur faire gagner du temps, mais ça va être de grandes ruptures dans leur fonctionnement, dans leur culture. Donc, d'intégrer la culture d'entreprise, de bien capter ce fond-là et le traduire dans le cahier des charges. Pas que ça, hein. Il ne s'agit pas entre guillemets, de raconter l'histoire détaillée de l'entreprise, mais en recensant ces éléments-là, bah, vous avez aussi matière à bien construire votre cahier des charges. Sur les aspects donc aussi d'outils applicatifs, c'est aujourd'hui quelles sont les fonctionnalités, les qualités de l'outil que vous utilisez aujourd'hui, qui serait bien de retrouver dans la cible et on va dire les problématiques qu'il ne faut absolument plus rencontrer en cible parce que ça vous fait perdre du temps. Quelles sont ces difficultés-là? Pensez aussi au coût, puisque aujourd'hui vous avez peut-être ou pas des coûts inhérents à des outils en place que en cible, soit ils pourront être optimisés, soit ils vont être en tout cas pris en compte. Enfin, c'est pour dimensionner également un petit peu, vous projeter sur quand je serai en production, forcément il y aura des coûts, mais quel type ces coûts-là, qu'est-ce qu'il faudrait que ça couvre pour que opérationnellement, l'entreprise bénéficie des bienfaits de ce changement que vous êtes en train de décrire dans le cahier des charges. Évidemment, il y a l'existant que vous voulez transformer, mais donc en profiter pour forcément exprimer vos besoins en formation, faire en sorte que vos utilisateurs soient en capacité d'utiliser pleinement et correctement l'application. Effectivement, lorsque la conduite du changement n'est pas correctement menée, les utilisateurs l'entreprise, quelque part, se heurte, en fait, à des dysfonctionnements quelquefois qui n'en sont pas. C'est simplement parce qu'ils utilisent mal ou tout simplement à des rejets, parce que c'est un outil quelquefois imposé et du fait qu'on n'ait pas eu le temps de former, d'expliquer humainement, on est tous d'ailleurs quasiment tous, je dirais pas pareil, mais si aujourd'hui brutalement on vous met quelque chose dans les mains, la première réaction humaine est de dire oh là, on me bouscule, j'ai pas demandé et en plus je ne le maîtrise pas. Donc comment je fais avec ça? Je crée de la résistance. Et donc c'est comprendre cette partie-là, l'accompagner, parce que vraiment l'adoption d'un outil, d'un système d'information qui tourne bien, qui est bien utilisé, c'est ça aussi qui fait le succès du projet. Si vous prenez du temps pour construire et qu'à l'issue de ça, c'est rejeté, ou mal utilisé, parce que mal utilisé, ça veut dire réclamation derrière, ça veut dire mécontentement, ça veut dire démotivation, ça veut dire rejet simplement. Et donc, du coup, il faut rétropédaler. C'est soit comment on arrive à les accompagner, soit comment, etc. Et ça vous met encore plus en difficulté. Pensez aux évolutions, que ce soit les évolutions au niveau de vos process, de votre organisation, des améliorations que vous souhaitez mettre en place.
Et puis, si vous avez des projets connexes en parallèle qui vont être en adhérence, bah, de les identifier, pas forcément. Alors, si vous pouvez l'exprimer en 2, 3 lignes, vous pouvez le mettre. Ça donne aussi un contexte en termes d'adhérence par rapport au projet qui sera lancé. Je ne vais pas tout parcourir, mais en fait, ça s'applique au domaine RH, mais posé sur, on va dire, les processus qui sont liés à ces domaines-là. Par exemple, si je prends la formation, allez, au hasard, eh bien, on attend de l'outil qui puisse gérer des catalogues de formation, qui puisse bien gérer les différentes sessions. Alors, les points sur lesquels, quelquefois, on ne pense pas, c'est est-ce qu'il est en capacité de fournir le plan prévisionnel versus plan réalisé? Est-ce qu'il peut sortir un bilan, etc. Donc, ce sont des points, des questions à se poser si vous n'êtes pas équipé aujourd'hui ou si vous l'êtes, de vous poser ces questions-là, si vous souhaitez moderniser par la suite. Et puis, la question de... ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur le marché du SIRH, vous avez des segments, on va dire, de produits. Il y a des outils qui sont plutôt destinés à des grands groupes, grandes entreprises, bah, qui ont aussi les coûts parce qu'à l'intérieur, c'est beaucoup plus complexe pour couvrir l'étendue au niveau du groupe avec des process, etc., mais qui ont aussi un coût qui ne sont pas les mêmes que pour une entreprise de taille moyenne ou une petite. Donc, voilà, je ne veux pas vous donner de nom puisque ce n'est pas l'objet, hein, mais c'est de voilà, pensez à ce sujet-là. Vous allez aussi rencontrer des outils qui sont, comment dire, il y a des outils qu'on appelle all-in-one, c'est-à-dire qui peuvent vous proposer, en fonction bien sûr de la taille de l'entreprise, le cœur de, par exemple, la gestion des temps, de la paye, et puis autour de ça, des modules RH. Vous pouvez aussi plutôt constituer votre parc SIRH avec, si c'est en interne, par exemple, si c'est pour gérer de la paye, est-ce que vous souhaitez avoir un outil de gestion des temps autre en fonction finalement des complexités de calcul et puis tout ce qui peut être fonctionnel et de l'organisation de votre entreprise, le choix de l'outil, par exemple, de gestion des temps, bah, il va en cible, cet outil ne va pas être le même si vous êtes une organisation qui fait beaucoup on va dire, de variétés d'horaires, avec des heures de nuit, avec des astreintes, avec des remplacements, par exemple pour les milieux hospitaliers, ou même voilà, les outils qui peuvent répondre ne sont pas nécessairement les mêmes que pour une société qui serait, par exemple, sous la convention Syntec et qui serait, par exemple, qui aurait besoin juste, enfin, je dis juste, c'est pas réducteur, hein, de pouvoir poser des congés, gérer des RTT, gérer peut-être un petit peu aussi la présence, mais c'est pas le même, on va dire, contenu que pour une organisation telle qu'un hôpital, par exemple, ou un EHPAD, etc. Donc, en ça, il y a des outils qui peuvent être spécialisés. Il y a des outils, évidemment, qui s'adressent en fonction de la taille de l'entreprise. Alors, je vais accélérer un petit peu, mais ce que je souhaitais dire par là, c'est que dans ce support que je vais vous partager, vous pouvez piocher des questions pouvant enrichir, parce que c'est pas exhaustif. Les clés, c'est ce que je viens de vous partager. Se poser des questions sur tout ce qui est référentiel. Dans les référentiels, ce sont les emplois, les structures organisationnelles, les questions autour des prérequis techniques. Donc, solution SaaS, c'est souvent le cas maintenant, hein, il y a très peu ou pas du tout de solutions en interne. Ça permet aux éditeurs de couvrir aussi un socle standard et de s'engager aussi sur des mises à jour.
qu'ils intègrent dans la couverture de maintenance incluse dans votre contrat. Versus si c'est chez vous, eh bien, c'est quand même un petit peu moins facile de faire des mises à jour, par exemple. Est-ce qu'il faut mettre en place la signature en se connectant simplement au réseau de l'entreprise? C'est ça qu'on appelle SSO, Single Sign-On. Ou est-ce qu'il faut de la double signature quand je dis double signature, pour se connecter à la solution, etc. Des questions de sécurité, pensez à la reprise des données. Et ça, votre DSI est souvent la personne, si vous n'avez pas de DSI, en tout cas, de poser ces questions-là, ces points-là, ces réflexions-là dans votre cahier des charges. Cas client, je ne vais pas forcément détailler puisque je vois que le temps court. Juste vous dire que nous avons accompagné des clients qui sont à la fois des grands groupes, des entreprises de taille moyenne et également des entreprises plus petites. En ce sens, voilà, je vous ai mis des exemples, je ne vais pas parcourir ici en détail, mais typiquement le groupe BPCE, Keolis, que ce soit à Bordeaux ou à Orléans, donc sont des personnes que nous avons accompagnées pour auditer, pour diagnostiquer et ensuite produire les cahiers des charges. Par la suite, avec le dimensionnement du projet, les accompagner dans le cadre de leur projet de mise en place. En vous mettant des petites signalétiques de clients qui nous recommandent. Sur le volet RH, par exemple, vous avez accompagné une école que je vous ai mis ici en exemple, avec des particularités, puisque l'école a du personnel permanent et fait appel à du personnel, on va dire, des formateurs occasionnels. Et dans ce sens-là, ils avaient deux types d'exigences par rapport à leur outil de recrutement, avec des particularités qu'il fallait exprimer dans le cahier des charges pour les aider à choisir. Et nous les avons aidés effectivement à choisir et à trouver la solution qui correspond à leurs attentes et qui aurait pu, en fait, si ça n'était pas suffisamment clarifié, bah, ils auraient peut-être pris un outil, un ATS, mais du coup, qui aurait peut-être répondu à un volet de leurs attentes et pas forcément à l'autre. Les ressources que je vous mettrai à disposition, donc il y a ce support que nous partageons. Le mode d'organisation du webinaire fait que dès que nous aurons revisité, c'est préenregistré. Une fois que j'aurai validé, bah, vous aurez aussi accès à l'enregistrement du webinaire. Et je vous mettrai également en exemple une grille d'évaluation. Alors, je vais juste vite fait vous montrer pour le cahier des charges. Donc, c'est plutôt un modèle vierge hein, avec des questions, enfin des points que vous pourrez envisager dans votre cahier des charges. Ce n'est pas exhaustif. Alors, bien entendu, à agrémenter et à aller, c'est vierge, mais du coup, vous posez des points pour vous essayer de vous guider. Une grille fonctionnelle avec bah, des points qui peuvent être fonctionnels, des points sur les charges, les coûts, pour vous aider, puisque ce sont des grilles que nous avons l'habitude d'adapter et d'utiliser pour aider nos clients, qui poussent en fait les éditeurs à se prononcer. Est-ce que telle fonctionnalité que je demande dans mon cahier des charges, est-ce que c'est intégré au standard, livré en standard, ou est-ce que c'est une fonctionnalité paramétrable? Est-ce que c'est une fonctionnalité qui n'est pas couverte aujourd'hui, mais qui peut être développée ou qui est prévue dans la roadmap de la solution? Ça, ce sont des points finalement, même si vous les avez exprimés, le fait de vous faire une réponse écrite ne vous éclaire pas toujours en fait, et même vous permet pas de savoir sur ces points clés-là, est-ce que c'est couvert, pas couvert. Et ça les oblige quelque part à se prononcer. Ils vont vous dire, c'est une couverture totale, c'est une couverture partielle, ou c'est une couverture qui est paramétrable, ou c'est quelque chose que nous allons développer, et du coup, ils vous diront qui sera développé pour tel horizon. Ce sont des clés qui vous permettent de mesurer, de comparer différentes réponses, puisque ça, du coup, ça va vous allez donner des points, de comparer les différentes réponses et de voir finalement, comparativement, quelle est la solution qui répond la mieux à l'ensemble de vos attentes.
Et derrière, souvent, avant de choisir, c'est évidemment pas que sur la base de cette évaluation-là, c'est aussi d'organiser des démos, de poser des questions, de rediscuter des coûts, parce que dans la grille, il faut aussi qu'ils détaillent les coûts projet, le dimensionnement projet, l'organisation projet pour que vous adaptez en face. Donc ça, je vais vous mettre également à disposition. Et bien entendu, si vous, pour ceux qui ont indiqué qu'ils avaient qui menaient une réflexion aujourd'hui pour leur projet, n'hésitez pas à prendre un créneau directement dans mon agenda. Le lien est mis dans le support également sur mon profil LinkedIn. Je me permettrai de vous passer aussi un coup de fil pour en discuter. Et puis, je pense que j'ai un peu dépassé, mais je vous ai tout dit. Nous sommes bien entendu à votre disposition pour vous accompagner, pour vous aider à rédiger vos cahiers des charges, pour accompagner votre projet, apporter notre expertise, conseils. Vous pouvez aussi m'appeler, discuter une demi-heure, c'est gratuit, hein. Mais ne vous inquiétez pas là-dessus, faire connaissance et évoquer votre projet. Si on peut vous donner quelques billes, si je peux le faire, c'est avec un grand plaisir. Et à vous. Du coup, je vais mettre fin à l'événement sans questions complémentaires. Les ressources, de toute façon, seront à votre disposition. Vous recevrez un mail, un message ou un mail ou les deux de ma part. Et puis, je me permettrai de reprendre votre avis peut-être en one-to-one plutôt qu'en public. Merci à vous. Bonne journée. Au Merci, revoir. bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.